Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35 et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Perroux, l'un des deux auteurs de ce livre que vous avez peut-être lu, dont on parle beaucoup, et qui a pour titre La Meute, enquête sur la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise 2. Jean-Luc Mélenchon. Enquête chez Flammarion. Bonjour, Olivier Perroux. Merci d'être avec nous, avec Charlotte Belaïch. Vous connaissez un énorme succès avec ce livre. Vraiment, 2 ans de travail, 200 personnes interrogées. Enfin bon. Est-ce que vous avez eu, depuis la sortie du livre, est-ce que vous avez eu contact avec Jean-Luc Mélenchon? Alors, contact direct, non, mais il parle beaucoup de nous, Jean-Luc Mélenchon. Oui, il vous traite de dégénérés, même. De gens dégénérés. Il parle de nous en meeting aussi. Il a fait comprendre dans un récent meeting qu'il ne voudrait plus du tout nous accepter dans des confs de presse. Donc voilà, il continue de nous ostraciser, de nous empêcher de faire notre travail. Non, à part ça, pas de retour de Jean-Luc Mélenchon. Sur les réseaux sociaux, alors, il a une certaine obsession avec Charlotte Belaïch, c'est-à-dire qui est harcelée sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle subit beaucoup plus que moi des attaques en raison de son nom. Parce qu'elle s'appelle Belaïch. Voilà, exactement. Donc il y a une obsession sur le nom de Charlotte, qui, on le raconte aussi dans le livre, a été considérée par Jean-Luc Mélenchon lui-même comme une agent du Likoud, alors qu'elle n'a fait que son travail de journaliste à Libération. Donc voilà, oui, on est décrédibilisé par beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça ne fait, enfin, c'est assez confortable de leur part puisque ça permet de ne pas regarder les révélations du livre. Oui, on va parler évidemment, on va ouvrir le livre ensemble. Ça vous surprend, ce comportement, ou pas? Non, parce qu'on le raconte au début du livre que finalement on sera ostracisé, dénigré, notre travail, nos sources seront aussi dénigrées, elles n'appartiendraient plus à la France insoumise. Enfin, le meilleur exemple, c'est Alexis Corbière, qui est un des témoins du livre, qui a écouté Jean-Luc Mélenchon, n'existe plus, n'a jamais existé dans son parcours politique, alors que si Jean-Luc Mélenchon est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Alexis Corbière. Et puis finalement, au fil de notre enquête, pendant ces 2 ans, on s'est rendu compte nous-mêmes qu'on a été petit à petit mis de côté. C'était assez grossier parfois à l'Assemblée nationale. Quand Jean-Luc Mélenchon venait pour un gros moment politique, sa collaboratrice venait choisir individuellement, à la vue de tous, certains journalistes pour des conférences de presse. Et puis, nous, on était évidemment soigneusement évités pour ne pas y participer. Quelques mots sur l'actualité. Vous avez vu ce bateau sur lequel Greta Thunberg et Rima Hassan ont embarqué, qui a été arraisonné par les Israéliens. Les Israéliens qui disent, de toute façon, qu'ils seront reconduits, chacun sera reconduit dans son pays. Jean-Luc Mélenchon a essayé de faire la promotion de cette opération. Pourquoi, selon vous? Parce que on peut déjà observer que c'est une opération de communication qui a marché. On en parle encore ce matin. Exactement. On a parlé d'ailleurs beaucoup du bateau et plus des gens qui se font bombarder encore aujourd'hui à Gaza. Mais ça montre l'importance aussi qu'a Rima Hassan au sein de la France insoumise aujourd'hui. J'allais vous en parler. C'est un personnage cardinal, avec cette différence que c'est un personnage à part entière au sein de la France insoumise. Elle a sa propre existence sur des sujets qu'elle maîtrise très bien. Évidemment, le conflit israélo-palestinien et le droit international. Et en fait, voilà, elle n'est pas comme une autre ou un autre insoumis. On la laisse faire ce qu'elle veut sur la communication. Et d'ailleurs, en lisant votre livre, on comprend l'évolution de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Incroyable évolution sur ces questions-là, l'approche de l'islam, du Proche-Orient, bon. Mais je vais revenir sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, mais je voudrais qu'on rappelle que la France insoumise, c'est 450 000 sympathisants. Oui, alors les chiffres, voilà, c'est quand même un très grand parti politique aujourd'hui. C'est le premier à gauche. C'est le premier à gauche, et c'est pour ça qu'on a décidé d'enquêter dessus, parce que nous dans nos journaux respectifs, on suit évidemment les partis de gauche, et c'est le premier parti de gauche aujourd'hui en France. Le candidat aujourd'hui, c'est le premier homme de la gauche, c'est le leader de la gauche française aujourd'hui. Donc évidemment, il était nécessaire 100 000 militants. Non, mais alors il y a des différences aussi, parce qu'il y a des cliqueurs un peu comme à la République en marche. Il y a des
adhérents, il y a des membres de groupes d'action, Oui. il y a des venues, des départs. Il y a eu beaucoup de départs pendant l'affaire Quatennens. Et puis, une fois que ça commence à critiquer dans certains groupes d'action locaux, eh bien, la direction de la France Insoumise en fait naître un nouveau groupe d'action locale pour faire disparaître l'autre quand ça ne va pas. Donc oui, c'est une machine qui tourne bien et qui tourne fort. Qui tourne fort. Ça n'intéressera personne. C'est Manuel Bompard qui a dit cela lorsque votre livre est sorti. Ça n'intéressera... Il sera mon invité d'ailleurs, Manuel Bompard, demain matin. Ça n'intéressera personne. Mais votre livre fait un tabac, donc ça intéresse. Oui, on a plus de 60 000 ventes aujourd'hui. Oui. C'est un livre qui intéresse au-delà des frontières de la gauche. Et encore une fois, nous, on reçoit beaucoup de messages. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté notre enquête, en fait. C'est vrai ? Oui, on a... Depuis, racontez-moi, ça m'intéresse beaucoup. Oui, on n'a pas arrêté notre enquête. C'est-à-dire qu'après la publication du livre, on a reçu d'autres messages de militants de la France Insoumise locaux, que ce soit dans le sud de la France, sud-ouest, sud-est, un peu dans le nord, de mails pour nous raconter des désaccords évidemment sur certaines choses qui sont écrites dans les livres, mais aussi une forme de remerciement parce que ils ont souffert pendant les campagnes. Certains militants n'ont pas été entendus, ou ce sont des militants qui sont partis. Ça arrive dans tous les partis, remarquez. Hein, oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est le décalage qu'il y a entre le discours national, enfin la stratégie, ce qui se passe dans le parti, et le programme, ce qui est défendu, notamment sur les questions féministes, et il y a un vrai décalage. Et vis-à-vis de ça, il y a un malaise parfois de certains militants. Et il y a surtout, et c'est ce qu'on a remarqué depuis la publication du livre et des nombreux messages qu'on reçoit, il y a un décalage, il y a un conflit de loyauté entre certains militants et le parti et Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment sincèrement attachés au programme, attachés à la bataille que mène la France Insoumise depuis des années. Mais pour eux, Jean-Luc Mélenchon est devenu un problème, et ils s'interrogent même de savoir si finalement il ne serait pas le probable marchepied de l'extrême droite en 2027. Ça, c'est une question que beaucoup se posent. Alors sur le féminisme, je reviendrai sur le féminisme, et je reviendrai aussi sur l'antisémitisme, les accusations d'antisémitisme à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon et d'LFI. LFI, dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion, création à travers ce parti d'un état de suggestion psychologique ou physique. C'est vrai ou faux ? Pendant ces 2 ans d'enquête, nous, alors on a commencé au moment de l'affaire Quatennens. On est parti. Le vernis craquelle au sein de la France Insoumise. Il y a des gens qui commencent à nous parler, qui se confient, qui confient leur malaise, ils sont pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. La décision de défendre coûte que coûte Adrien Quatennens, qui est, je le rappelle, accusé puis jugé coupable de violence conjugale. Et donc nous, on commence à enquêter, voilà comment ça fonctionne la France Insoumise, comment fonctionne le premier parti de gauche en France. Et au bout d'1 an d'enquête, avec Charlotte, on se met autour d'une table et puis on relit vraiment assez bêtement nos entretiens qu'on mène depuis 1 an. Et il y a un mot qui revient à de très nombreuses reprises, c'est le mot d'emprise. Et là, on se dit, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose autour de Jean-Luc Mélenchon, de sa personnalité. Et au fil des entretiens qu'on va mener, finalement, on se rend compte, les 200 témoignages sont tous concordants. Les documents auxquels on a accès et qu'on révèle dans le livre le montrent et le démontrent aussi. C'est un mouvement qui se confond avec son chef. On nous parle parfois de certains rassemblements à Marseille où Jean-Luc Mélenchon revient et il parle et c'est considéré parfois comme des scènes de prêche parce que les gens l'écoutent et l'adulent. Et voilà, c'est ce qui inspire aussi aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Alors, il le croit coûte que coûte. La France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui le dit, il le revendique. C'est pas la France Insoumise, c'est la France Soumise. Non, mais Olivier Perrault. En tout cas, lui, il dit, comme il avait dit, la République c'est moi, il le dit ouvertement. Je me souviens. La France Insoumise, c'est moi. Vous savez, j'étais sur RMC BFM TV lorsqu'il est venu répondre à mes questions au lendemain de cette fameuse, de ce fameux moment après cette perquisition où il s'élève. Droit face à la justice. Cette séquence est très intéressante parce qu'il y a une personne quand les portes se font bousculer, etc. Il y a une personne qui prend la parole. On l'entend pas, mais quand on revoit les vidéos, on l'entend et on la voit. Une petite personne, une femme qui était membre de la direction de la France Insoumise et qui dit attention, arrêtez ces méthodes de voyous. C'est-à-dire qu'elle a peur de la réaction de l'opinion, et c'est une insoumise, et Jean-Luc Mélenchon se retourne, l'invective, et quelques mois plus tard, cette femme qui est députée, Muriel Ressiguier, elle sera totalement ostracisée pour avoir osé prendre la parole ce jour-là.
Jean-Luc Mélenchon, 21,95% en 2022. Il faut se rappeler que c'est aujourd'hui le principal personnage de gauche en France. Hein. On peut me raconter tout ce qu'on veut, il reste solide dans l'opinion. À 400 000 voix près, il était au second tour quand même. Il faut se le rappeler en 2022. Alors, j'ai une question toute simple. Comment pourrait-il ne pas être candidat en 2027? C'est une très bonne question. Il est Olivier Perrault, et il n'est pas officiellement. Il s'y prépare. Il est dans sa tête. On le révèle dans le livre, comment il s'y prépare, la façon dont c'est fait. D'ailleurs, ils ont vraiment cru, après la dissolution, quand ils ont lancé les processus de destitution d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, tout était prêt. Tout était prêt. Les affiches, il suffisait juste d'envoyer des formulaires pour les parrainages. Exactement, voilà. Et puis de mettre le nom de Jean-Luc Mélenchon derrière. Donc oui, aujourd'hui, il est prêt à faire campagne, mais c'est assez factuel, c'est assez objectif d'observer qu'aujourd'hui, personne d'autre que Jean-Luc Mélenchon n'est capable de faire une campagne présidentielle. C'est le meilleur d'ailleurs à gauche en la matière. Faut se rappeler, moi j'ai suivi la campagne présidentielle de 2022, évidemment. C'est une campagne passionnante. Il arrive à faire de grands meetings sur les fonds marins. Voilà, en termes de technique et d'apport de nouveaux sujets, c'est assez bluffant. Donc aujourd'hui, la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être le seul à gauche. Le seul à gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas un Raphaël Glucksmann faire une telle campagne comme le fait Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Vous êtes journaliste politique. La victoire d'Olivier Faure, ça l'arrange? Ça l'arrange, en tout cas, ça l'arrange oui et non. Il était convaincu pendant des mois que Olivier Faure allait perdre son congrès. Il le répétait tellement de fois qu'on pouvait croire qu'il le souhaitait. Parce que Olivier Faure, il est de ces, il essaye de construire une espèce de rassemblement à gauche avec Marine Tondelier, etc. Et si ça fonctionne, ce rassemblement à gauche, alors c'est très loin de fonctionner aujourd'hui quand on regarde où ils en sont, mais si ça fonctionne de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, pour reprendre l'expression d'Olivier Faure, ça va compliquer un peu les affaires de Jean-Luc Mélenchon tout de même. C'est vrai, si ça fonctionne. Si François Ruffin, qui est un homme qu'il craint. Oui, c'est un homme. S'il y a un homme à gauche qu'il craint un peu, c'est François Ruffin. Bien sûr, parce que François Ruffin aujourd'hui incarne cette première gauche. Vous dites dans le livre d'ailleurs. Voilà, il y avait même un groupe Telegram dédié autour de Jean-Luc Mélenchon qui était dédié à François Ruffin, c'est-à-dire qui scrutait un peu toutes ses paroles publiques, parce que François Ruffin, encore une fois, il est comme Rima Hassan, il a un pied dedans, un pied dehors, c'est un électron libre, il réussit, il n'a pas besoin de la France insoumise pour s'imposer médiatiquement, et ça Jean-Luc Mélenchon n'apprécie pas trop. Je vais revenir à la purge justement qui a eu lieu au sein de LFI. Jean-Luc Mélenchon, vous le rappelez dans le livre, aime l'histoire, il aime Louis XI, une ambition monarchique, il a une ambition monarchique. Il aime les rois de France. Oui, il aime les rois de France. En 2012, on raconte qu'il est l'un des seuls candidats à l'élection présidentielle avec Emmanuel Macron quelques années plus tard et François Mitterrand des décennies avant lui, à se rendre à la basilique Saint-Denis, mettre la main sur les gisants des rois de France. Oui, bah oui, ça c'est symbolique et symptomatique. Et vous dites aussi, il ne vit plus dans la réalité. Il est assisté en permanence au quotidien. Ça, c'est un témoignage qui nous est révélé par plusieurs de ses proches de l'époque. C'est-à-dire que, oui, Jean-Luc Mélenchon, il s'est créé un personnage politique au fur et à mesure de purges, parce qu'on en reparlera, mais les purges récentes, ce sont pas les premières qui ont eu lieu dans la vie de Jean-Luc Mélenchon. C'est détourné de tous les personnages qui l'ont aidé, lui, à construire sa vie politique. Et aujourd'hui, il n'est entouré que de jeunes militants qui ont mon âge, la trentaine, et qui, finalement, ne vivent que par et pour Jean-Luc Mélenchon, et que grâce à lui. Oui, que grâce à lui. C'est fou, hein, c'est fou. Hein. Alors, la purge. D'abord, pourquoi la purge ? Alors vraiment, cette anecdote me fait vraiment de plus en plus sourire, parce que Alexis Corbière me l'a rappelé il y a très peu, après la sortie du livre. L'argument de la purge, c'est que c'est une enquête qui est sortie à l'époque où je travaillais dans l'Express, où je raconte finalement que tout ce petit groupe de gens, François Ruffin, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Olivier Faure, font des dîners un peu ensemble pour discuter d'une union de la gauche et considèrent que Jean-Luc Mélenchon n'est peut-être pas le meilleur cheval pour battre Marine Le Pen. Et donc je fais cette enquête, je raconte ces dîners, et cette enquête que les Insoumis à l'époque trouvaient formidable, qu'ils partageaient, va être utilisée, instrumentalisée par Jean-Luc Mélenchon pour virer Alexis Corbière à Raquel Garrido. Donc finalement cette enquête-là, ils la dénigrent tous aujourd'hui, mais l'enquête de l'époque était formidable, donc il faudrait savoir où se placer. Mais cette purge de 2024, elle est très étonnante parce que
elle est le symbole d'un manque de, quelque part, on sait que la politique est violente, mais d'un manque d'empathie de Jean-Luc Mélenchon. D'un SMS, il va rompre avec 30 ans d'amitié politique. Ne m'adresse plus jamais la parole. C'est ce qu'il écrit à Alexis Corbière. Et finalement, on va mettre tous les moyens du parti, non pas pour combattre l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, mais pour faire battre les anciens camarades qui ont osé trahir. Et d'ailleurs, ça va pas marcher parce que Danielle Simonet, juste pour l'anecdote, à Paris, Danielle Simonet, elle va avoir Céline Verzellité qui est une militante de la CGT face à elle. Il y aura Sophia Chikirou qui va aller faire campagne. Il y a plein de personnalités qui vont aller faire campagne pour Céline Verzellité contre Danielle Simonet. Et à la fin des fins, Danielle Simonet gagne assez largement. Méthode de trotskiste ? Ça va plus loin que des méthodes de trotskiste parce que évidemment il a appris ces méthodes de purge au sein de l'OCI quand il en était. Ce qui est une légende, l'appartenance de Jean-Luc Mélenchon à l'OCI. C'est une légende. Alors en tout cas c'est mythifié dans le sens il a été effectivement membre. On a très longtemps cru qu'il était comme Lionel Jospin, un envoyé des trotskistes pour infiltrer le Parti socialiste. Non, le passage de Jean-Luc Mélenchon à l'OCI, il est celui de très nombreux militants assez anecdotiques. Néanmoins, il n'a rien à voir avec celui de Cambadélis ou de Lionel Jospin. Néanmoins, il y a une rencontre, un tête-à-tête qu'on raconte dans le livre entre un député socialiste aux universités d'été de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, donc sous la tente là, et Jean-Luc Mélenchon interroge ce député socialiste, Laurent Baumel, en lui demandant mais pourquoi vous vous emmerdez avec vos histoires de démocratie, virez-les, purgez-les, faites comme moi. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon, il rompt avec Trotsky à ce moment-là, parce que Trotsky, il s'insurge contre Lénine à l'époque des méthodes, justement, des méthodes. Et on trouve que je trouve que Jean-Luc Mélenchon, quand on dit que c'est un trotskiste, non. Moi, je trouve qu'il a quelque chose d'un peu plus léniniste. Jean-Luc Mélenchon. Je comprends. Puis il adore l'autoritarisme. Oui, il adore les purges répétées, le fait de renouveler les générations aussi, parce que les purges, elles permettent ça aussi. Alors, quelques mots quand même, et dans votre livre, elle prend beaucoup d'importance, et dans la vie de Jean-Luc Mélenchon, et dans sa vie politique aussi, c'est Sophia Chikirou. Nous, on a décidé. Quel rôle? En tout cas, c'est celle qu'elle se donne. Nous, on a décidé de raconter, d'écrire noir sur blanc. Alors, c'était su par vous, par moi, par le petit milieu médiatico-politique parisien que c'était sa compagne. C'était sa compagne. Ça n'avait jamais été écrit noir sur blanc. Nous, on a décidé de rompre ça, de décrire ce pan de la vie privée de Jean-Luc Mélenchon et de Sophia Chikirou. Pourquoi? Parce que elle-même le revendique. Elle dit, quand elle fait passer dans des entretiens à la France Insoumise pour les nouveaux salariés du mouvement, elle dit elle-même « Je suis la femme du chef ». Pourquoi? Parce que ça lui permet d'afficher, d'affirmer, d'assumer un rôle politique qui n'est pas le même que Manuel Bompard, qui n'est pas le même que Mathilde Panot au sein du mouvement. Et ça lui donne un rôle à part et à part entière, une autorité et une impunité surtout, parce qu'on révèle de très nombreux propos à caractère homophobe, à caractère antisémite de Sophia Chikirou dans le livre, des insultes. On a eu accès à de très nombreux messages au sein des différents groupes de messagerie de la France Insoumise, et elle tient des propos qui sont assez hallucinants, très violents, et elle n'est jamais sanctionnée pour ses propos. Oui, jamais. Alors, je voudrais terminer avec un mystère. Vous allez m'aider à comprendre. Je pense que c'est pour la conquête du pouvoir, peut-être, mais voilà un homme que j'ai connu, moi, ça fait longtemps, et que j'ai connu défenseur de la laïcité, qui n'arrêtait pas de dire et de répéter que le voile, c'était la soumission de la femme. Enfin, il l'a dit à de multiples reprises. Et voilà un homme qui maintenant défend le vote communautariste plus que jamais. Alors, est-ce que c'est à des fins purement électorales, avec l'objectif, toujours le même objectif, d'être un jour président de la République? Il le dit dans le livre, Jean-Luc Mélenchon, il a répété à plusieurs de nos sources, il n'y a pas plus électoraliste que moi. Il y a une évolution, mais c'est des maths en fait, Jean-Jacques, c'est des maths, c'est-à-dire que après l'élection de 2017, Éric Coquerel, Emmanuel Bompard se rendent compte qu'il manque 600 000 voix. Vous vous souvenez, à 600 000 voix près. À 600 000 voix près. Et où est-ce qu'elles sont ces voix? Dans l'abstention, dans les quartiers populaires et les banlieues. Et donc ils vont aller les chercher. Ils vont aller les chercher en considérant, en essentialisant les Français d'origine musulmane, ces populations de Français dans les banlieues, et donc ils vont essentialiser en considérant que parce qu'on va parler de religion,
parce qu'on va faire un pas de côté sur les principes de la laïcité, eh bien, ils vont voter mécaniquement pour nous. Ça n'a pas marché forcément en 2022. Est-ce que ça marchera en 2027? On ne sait pas. Il y a une bataille culturelle qui a été gagnée au sein de la France insoumise par plusieurs personnalités, et d'ailleurs il le revendique. Taha Bouaf, David Guiraud, il dit, Taha Bouaf nous dit dans le livre, il nous dit, Rima, David et moi, on les a mangés. Ils assument d'avoir gagné une bataille culturelle communautaire au sein de la France insoumise contre Manuel Bompard, contre d'autres notamment, qui eux, par leur parcours politique, sont des laïcards revendiqués, très attachés. C'est une question que je vais poser d'ailleurs à Manuel Bompard. La laïcité, vous êtes un laïcard ou pas? Il vous dira oui, il vous dira oui. Bien sûr, il vous dira oui. Il dira oui, mais... Et les accusations d'antisémitisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, ce qu'on raconte, c'est que... Vous avez beaucoup travaillé? Oui, on a beaucoup travaillé. Alors, c'est un travail d'investigation. On n'est pas juge, on n'est pas commentateur, et on n'est pas là pour dire Jean-Luc Mélenchon est antisémite. Ou pas? Nous, ce qu'on révèle, c'est une série de faits, de propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon, par Sophia Chikirou et par d'autres, et notamment depuis le 7 Est-ce qu'il rejoint l'antisémitisme qu'on a connu par le passé d'une gauche anticapitaliste, d'une gauche qui a été antisémite? Il y a eu une gauche oui, ça existait dans l'histoire de France. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon considère que la communauté française de confession juive a quelque chose contre lui. Il embrasse totalement ses idées et il considère que c'est un adversaire politique comme un autre, donc il ne cherche plus à les convaincre. Et donc, il va aller au bout de son processus. Mais clairement, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, a tenu des propos antisémites à caractère antisémite à plusieurs reprises, qui sont problématiques et qui interrogent aujourd'hui, en effet, ce combat, ce très vieux combat qui a créé la gauche. Bien, je lis les derniers mots de votre livre, parce que c'est toujours important, le dernier mot d'un livre. Jean-Luc Mélenchon, face à sa propre vie maintenant, il aura été le héros pétri de contradictions d'un cycle de l'histoire de la gauche, commencé en 2005 avec le non, il faut le rappeler, au traité constitutionnel, et qui touche aujourd'hui à sa fin. Vous croyez que son cycle touche à sa fin? C'est en tout cas son âge, mais pas que son âge. En tout cas, moi, ce sera la dernière. Je pense qu'il sera là en 2027. Et en 2032. Et peut-être... Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un cycle de la gauche qui est en train de se refermer de par son âge, etc. Mais si je peux me permettre, Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans les pas des grands leaders de la gauche, de la Ve République. Il est dans les pas de François Mitterrand. Mais la question est de savoir, c'est est-ce que Jean-Luc, on n'y répond pas, mais on la pose et on montre de nombreux éléments qui nous permettent de douter. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut vraiment le pouvoir? À chaque fois qu'il a eu l'occasion de l'avoir, de faire ce qu'il fallait pour l'avoir, il y a eu un refus d'obstacle de Jean-Luc Mélenchon. Tout était prêt, y compris ses gouvernements. Il y a eu un refus d'obstacle. Alors, je ne veux pas tomber dans une psychologisation, mais il y a eu ce refus d'obstacle. Pourquoi? Est-ce qu'il y aura encore le même en 2027? Et dernier point, vous dites ce sont les derniers mots du livre. Ce ne sont pas. Les derniers mots du livre sont dans les... Tribun d'un siècle, gourou insoumis. Même après, dans les remerciements, nous écrivons... ce livre, il est aussi pour ceux qui souhaitent faire mieux. Parce que ce que j'expliquais au début, aujourd'hui, à la France insoumise, il y a de très nombreux militants qui ont un conflit de loyauté. Et ce conflit de loyauté, il est de grandir. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, voit qu'il est, aux yeux de certains militants de la France insoumise, considéré comme le potentiel marchepied de Marine Le Pen? Et ça travaille beaucoup aujourd'hui, y compris les députés de la France insoumise. C'est très intéressant ce que vous me dites là. Merci Olivier beaucoup Perrault pour votre invitation. Merci, vraiment très bien. La Meute, enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon chez Flammarion, 8h58.